Ici Satou. À chaque rencontre sa séparation, c'est ce qui fait le charme d'un voyage. Quand les lettres étaient le principal moyen de contact, on se perdait vite de vue, mais je pense que de plus en plus de gens continuent de communiquer maintenant que le courrier électronique est largement répandu. Il était temps de rejoindre l'endroit où tout le monde m'attendait. Me souvenant que j'étais pieds nus, j'ai sorti les chaussures ailées du stockage. Les bottes que j'avais abîmées plus tôt étaient celles que je portais au quotidien, je ne les avais donc pas mises depuis un moment. Pour me déplacer plus facilement, j'ai utilisé des chutes de stockage pour fabriquer un support de transport à attacher sur mon dos. C'était plutôt solide pour un objet que je venais de bricoler. Pour éviter de blesser numéro 7, inconsciente, je l'ai enveloppée dans un drap épais avant de la fixer dans le support. J'ai pris de l'élan pour sauter le long des crêtes de la montagne dénudée, rejoignant les autres beaucoup plus vite que prévu. Le soleil s'était couché à mi-chemin, rendant le trajet un peu plus difficile, mais j'ai réussi à continuer ma course grâce à mes compétences vision nocturne et course hors piste. Malgré la nuit noire, tout le monde était encore éveillé. Ils campaient autour d'un feu de joie éclatant. Tout autour d'eux gisaient les cadavres d'abeilles aiguillettes cramoisies, et de petits animaux pas plus grands que des chiots se rassemblaient pour dévorer leurs restes. J'ai sauté par-dessus quelques rochers et suis arrivé dans la prairie où tout le monde campait. Entendant mes pas, Pochi et Tama se sont éloignés du feu de joie et se sont précipités vers moi. Mais une autre ombre s'est glissée entre eux et m'a atteint en premier à ma grande surprise, c'était Lisa. Maître, des larmes coulaient de ses yeux, Lisa, étranglée par l'émotion, s'est précipitée vers moi pour me serrer fort. J'ai abaissé mon centre de gravité pour ne pas être renversé par son poids en la rattrapant. Lisa n'était pas lourde, mais comme j'avais retrouvé mon corps de jeune homme, j'étais un peu léger. Alors que j'étais encore abasourdi par son comportement inhabituel, Tama et Pochi se sont jetés sur moi pour m'attraper de chaque côté. Bon retour, monsieur. Ils ne semblaient pas trouver les mots pour exprimer leur joie et leur soulagement, et se sont mis à me mordre la tête et les épaules pour jouer avant de tenter de me lécher le visage. Leur enthousiasme était celui d'un vrai chien ou chat. Merci, je suis désolé de t'avoir inquiété. Je suis si content que tu ailles bien. Lisa me serrait dans ses bras et pleurait depuis un moment, mais quand j'ai parlé, elle a réussi à articuler quelques mots larmoyants avant de pleurer à nouveau. Au bout d'un moment, elle a semblé comprendre ce qu'elle faisait et m'a lâché, gênée. Une fois qu'elle l'a fait, j'ai déposé Pochi et Tama au sol en leur ébouriffant les cheveux. On était inquiets, monsieur. Vous avez mal? Le duo leva les yeux vers moi avec anxiété. Arisa et Lulu se précipitèrent à la poursuite des filles bêtes. Le gérant du magasin était assis derrière elles. Bon retour, monsieur, dit Lulu avec un sourire modeste. Arisa resta silencieuse, la tête basse, alors Lulu posa les mains sur les épaules de sa sœur et la poussa en avant. Arisa prit une grande inspiration et leva les yeux, alors j'attendis qu'elle parle. Ses yeux écarquillés étaient remplis de larmes qui menaçaient de couler à tout moment. J'étais tellement inquiet. Promettez-moi de ne plus jamais faire une chose aussi imprudente. Ces mots étaient si sincères et si forts qu'elle me criait presque dessus. Je la serrai doucement dans mes bras, m'excusant et lui donnant une légère tape dans le dos. Elle céda alors et fondit en larmes, alors je fis de mon mieux pour la réconforter. Pochi et Tama se mirent à pleurer à son tour. J'ai fini par m'excuser encore et encore jusqu'à ce que tout le monde cesse de pleurer. Voir que tout le monde s'était inquiété pour moi au point de verser des larmes et de me gronder a réchauffé mon cœur quelque peu tourmenté. Quand j'ai enfin pu parler au gérant du magasin, je lui ai dit que c'était fini. Comme d'habitude, sa réponse a été bien trop brève. Arisa n'avait toujours pas arrêté de pleurer, alors je l'ai portée jusqu'au feu de joie et je l'ai allongée à côté de Mia, la seule personne qui n'avait pas bougé depuis mon arrivée. J'ai déposé le support en bois qui contenait numéro 7 dans son paquetage et je me suis approchée de Mia. Satou, je suis de retour, Mia. J'ai tenu ta promesse. Oui, bien sûr. Mia essayait de se redresser, alors je lui ai tendu la main. Laisse-moi te remercier encore. Mia s'est raclé la gorge et a parlé longuement. Je suis la plus jeune elfe de la forêt de Bolenan, Missanaria Bolenan, fille de Lamisoya et Lilinatoa. Satou du royaume de Shiga, je te remercie. Sur ces mots, Mia déposa un baiser sur mon front. Hein? Alors, cette Aaz, dont elle avait parlé tout à l'heure n'était pas sa mère? Si c'était sa séduisante grande sœur, j'espérais qu'elle me présenterait. Plus grand que Titraki, ami des elfes, au fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce porte-bébé? Ne me dis pas que tu as volé un trésor en t'échappant de cet énorme arbre? Frottant ses yeux rougis, Arisa regarda le numéro 7 emballé. Elle était plutôt impolie pour une ancienne princesse. C'est une personne que j'ai sauvée. Une personne? Tu comptes ajouter un autre membre au harem? Ouais, c'est ça. Comment peut-on parler d'un harem alors que tous les candidats sont des enfants? Il faudrait qu'ils aient au moins 20 ans. J'ai pris le porte-bébé et l'ai amené près d'un gros rocher non loin de là. Les femmes que j'avais envoyées s'échapper avec Mia étaient là, attachées au rocher avec ce qui ressemblait à du lierre.
Elles avaient probablement deviné que les femmes étaient des ennemis, à cause du titre « Marionnette de Zen ». Près des belles femmes, l'homme rat au casque rouge montait la garde, guettant les monstres. C'est une des sœurs que j'ai sauvées avec Mia. Oh, ces enfants? Je croyais qu'il y en avait 7, mais je suppose qu'il y en a 8 maintenant. Peut-on vraiment les appeler « enfants » si ce sont des homoncules? Inclinant la tête avec incertitude aux paroles d'Arisa, j'ai sorti numéro 7 du porte-bébé et je l'ai allongé à côté des autres femmes. Elle a dû être un peu trop bousculée, car son état indiquait toujours évanoui. Son endurance et ses PV étaient un peu bas, alors j'ai déballé le drap de protection pour vérifier son état physique. Malheureusement, c'est Lisa qui a finalement été chargée de vérifier. J'allais le faire, mais les objections d'Arisa ont mis un terme à tout cela. Elle a été plutôt impolie, mais en y réfléchissant rationnellement, il était vrai que cela ne servirait à rien de vérifier, vu mon absence d'expérience médicale. Lorsque le visage de numéro 7 est apparu sous la couverture, les autres femmes ont poussé un cri de joie. C'était très bruyant, alors une fois leur excitation retombée, je les ai fait taire. Numéro 1, leur représentante, m'a remercié. Seigneur Satou, non seulement vous nous avez épargné la vie lorsque nous étions vos adversaires, mais vous avez aussi sauvé numéro 7 d'une mort certaine. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre gratitude. Les autres sœurs ont ensuite adressé quelques remerciements chacune. Apparemment, plus le nombre était bas, plus l'homoncule parlait couramment. Elles semblaient avoir compris, après l'effondrement du berceau, que Zen était mort. Lorsqu'elles m'ont demandé confirmation, j'ai pensé que je devais leur dire la vérité. Avant cela, j'ai demandé à Arisa d'utiliser le sort de magie psychique, Réveil, pour ramener numéro 7 à la conscience. Je ne voulais pas raconter la même histoire 2 fois. Alors, notre maître, oui, il est décédé. Je n'étais pas sûre qu'elle comprendrait ce concept, mais elle semblait l'accepter sans hésiter. Apparemment, on utilisait le terme « ascension » pour ce genre de choses dans ce pays. Les sœurs discutèrent doucement entre elles un instant, puis se tournèrent toutes vers moi d'un coup. Et maintenant, maître Satou, dorénavant, nous vous obéirons, notre nouveau maître. J'aurais certainement été ravie d'être servie par un groupe de beauté plantureuse, mais cela me semblait un peu trop. Et surtout, je sentais Arisa et les autres me fixer, le souffle coupé. Je me sentais un peu mal de les refuser, mais je ne cherchais pas vraiment à créer un harem non plus, alors je cherchais les mots justes. Cependant, avant de servir à vos côtés, nous aimerions demander une brève permission. Je sais que cela dépasse largement le cadre d'une servante, mais nous aimerions déposer un objet appartenant à notre ancien maître au cimetière où repose sa femme. S'il vous plaît, nous vous en prions respectueusement, pardonnez-nous cette faute. Il voulait donc apporter les effets de Zen sur la tombe de sa femme? Je n'avais aucune raison de refuser, alors j'acceptais sans hésiter. Par simple curiosité, j'ai demandé ce que cela pouvait être. Nous prévoyons de fouiller immédiatement les vestiges du berceau, fut la réponse malheureuse. Ils m'ont expliqué qu'ils espéraient trouver son alliance. Effectivement, en vérifiant mon stockage, je l'ai trouvé parmi les dépouilles du berceau. J'ai fouillé dans le stockage, j'en ai sorti la bague et je l'ai tendue à numéro 1. Zen me l'a confié. Veuillez vous assurer qu'elle atteigne la tombe de sa femme sans encombre. Même si cela me coûte la vie, je le ferai. Numéro 1 a pressé sa main contre sa poitrine et a promis avec un air mortellement sérieux. Ouf, pas besoin d'être si déterminé. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir désigner l'un d'entre nous comme votre représentant personnel. Je n'aurais eu aucun mal à choisir une hôtesse dans un bar à hôtesse, mais c'était assez difficile de choisir parmi un groupe de 8 belles femmes aux visages identiques. Vous pouvez aller au cimetière ensemble. Non, on ne peut pas faire ça. Alors je vous laisse choisir entre vous. Ma première suggestion ayant été immédiatement rejetée, j'ai décidé de leur laisser la décision. Nous étions déjà 5 dans notre groupe, sans compter moi, donc gagner une personne de plus ne devrait pas poser de problème. Les femmes étaient apparemment en train de décider qui resterait avec un tournoi de pierre-feuille-ciseaux. Ce groupe de belles femmes à forte poitrine jouant à pierre-feuille-ciseaux avec des expressions très sérieuses était un spectacle assez surréaliste. Finalement, c'est numéro 7 qui a été choisi. Maître, je me réjouis de vous servir à partir de maintenant, je le déclare. Bien sûr, merci. Les 7 femmes derrière elles ont serré les dents, vexées. Apparemment, numéro 7 avait gagné le droit d'être mon assistante pour le jeu de pierre-feuille-ciseaux. Cela m'a surprise, car j'avais supposé que la perdante serait celle qui resterait avec nous. Ce serait pénible de continuer à l'appeler numéro 7, alors je lui ai demandé de me laisser lui donner un surnom. Ce n'était censé être qu'un pseudonyme temporaire, mais cela a effectivement modifié son nom dans sa fenêtre de statut. D'accord. Entendons-nous bien, Nana. Oui, maître. Les autres femmes voulaient que je leur donne aussi des noms à toutes, mais il serait difficile d'en trouver autant sur le champ, alors j'ai repoussé le moment en disant que je leur donnerais des noms à leur retour. Quand Arisa a entendu le nom que je lui avais donné, qui était en réalité 7 en japonais, elle m'a lancé un regard réprobateur,
mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que je n'avais pas le sens des noms. Une fois que j'ai donné un nom à Nana, son titre est passé de marionnette de Zen à servante de Satou. Puis, les titres des 7 autres femmes ont tous changé de la même manière, comme en réaction. Finalement, Nana a rejoint notre groupe, une sorte de premier versement dans le cadre d'un plan de paiement. Je n'avais aucun problème à accueillir une beauté à la poitrine généreuse, mais le problème était que son âge réel était techniquement 0 ans. Puisque numéro 1 avait 2 ans, peut-être que le langage excentrique de Nana s'améliorerait d'ici 2 ans. Arisa et les autres nous regardaient avec une expression d'insatisfaction à peine voilée. Difficile de les convaincre. En attendant le lever du soleil, j'ai tenté de suggérer au gérant du magasin d'emmener Mia au village des elfes. Mia elle-même le souhaitait, alors il a donné son accord plus facilement que prévu. Leur conversation a ressemblé à ceci. Yuya. Quoi, je rentre, je t'emmène, ça va aller, avec Satou, je vois, j'aurais vraiment aimé qu'elle communique avec des phrases plus complètes. Le gérant m'a interpellé et m'a serré la main. Arisa a poussé un cri d'excitation. Tu veux ramener Mia chez elle, tu veux dire? Oui, bien sûr, j'avais déjà prévu d'aller à l'ancienne capitale, alors elle devrait être tout près. Je vois, tenant toujours ma main avec les siennes, le gérant me regarda fixement. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas une histoire d'amour entre garçons? Moi, Yusaratoya de la forêt de Bolénan, je vous en supplie, Satou du royaume de Shiga. Veuillez ramener Misanaria, l'enfant de la forêt de Bolénan, dans notre ville natale. Bien sûr, laissez-moi faire. Waouh, c'était la première longue phrase que je l'entendais dire. J'allais de toute façon lui suggérer ce plan, alors j'ai accepté sans hésiter. Après avoir visité l'ancienne capitale, nous pourrions visiter le village des elfes, caché par un voile secret. Zen avait dit qu'un héros avait été renvoyé dans son monde d'origine, afin que je puisse visiter la ville sans inquiétude. Comme prévu, mon itinéraire pour l'Empire des Sagas après ma visite du royaume de Shiga semblait être une bonne idée. Au lever du soleil, le gérant du magasin utilisa sa magie pour nous transporter dans une forêt près de la ville de Seriou. Traverser une forêt envahie par la végétation en écartant les branches aurait été une scène fantastique et amusante, mais il nous suffisait de marcher une dizaine de minutes sur une « route des elfes » avant d'arriver près de la ville. J'adorerais apprendre ce genre de magie. Comme d'habitude, j'ai obtenu la compétence « magie de la forêt » dès que j'ai posé le pied sur la route des elfes, mais apparemment, l'incantation pour l'utiliser était un secret elfique, le gérant refusait donc de me l'apprendre. Nous avions quitté l'Omra avant de quitter le berceau. Le gérant avait proposé de le transporter grâce à la magie de la forêt, mais il insista pour retourner à son village à pied. Bien sûr, je n'ai pas oublié de lui rendre la hachette magique que je tenais. Les sœurs de Nana nous ont accompagnés jusqu'à la forêt près de la ville de Seriou, puis sont parties seules. Leur simple mini-jupe était un vrai régal pour les yeux, mais elle n'était guère adaptée à un long voyage. Je leur ai donc donné quelques-uns de nos vêtements et manteaux de rechange, à Lisa et moi. Mon dernier butin contenait de nombreuses choses dont elles pourraient avoir besoin pour un voyage, alors je leur ai donné tout ce qu'elles pouvaient emporter sans trop de difficultés. La race des filles semblait poser problème pendant leur voyage, mais heureusement, il existait une contre-mesure efficace. Parmi le nouveau butin que j'avais récupéré se trouvait un objet appelé l'amulette de l'humanité, capable de déguiser la race de son utilisateur en humain, et même de masquer ses capacités spécifiques. Ce talisman était apparemment celui que Zen avait utilisé pour infiltrer la ville, entre autres. Il ne pouvait tromper la pierre Yamato originale, mais les répliques de pierre Yamato, comme celles placées aux entrées de la ville, et les compétences générales comme vérification de statut, ne pouvaient pas la percer. Il y en avait plein dans mon entrepôt, alors j'en ai gardé un pour Nana et j'ai donné le reste à numéro 1. De retour à Seriou, il nous restait une chose à faire avant de pouvoir nous reposer à l'auberge. Je vois, c'était donc l'esprit d'un sorcier inconnu qui en voulait au royaume de Shiga? Oui, c'est ce que les 6 guerriers qui nous ont secourus ont dit. J'ai décrit la situation au chevalier Sir Sorn, dans le poste de garde près de la porte. J'ai prétexté qu'on m'avait pris pour le gérant du magasin et qu'on m'avait kidnappé. Bien sûr, c'était une invention que j'avais inventée avec Arisa et les autres la nuit précédente. Les soi-disant « 6 guerriers » étaient issus d'une organisation de héros de l'Empire Saga qu'Arisa connaissait. Ils avaient visiblement une certaine réputation, car Sir Sorn a déclaré que c'était sans doute ce groupe de courageux héros qui nous avait aidés. J'ai également ajouté que la tour que le sorcier utilisait comme base avait été détruite et n'était plus qu'un amas de décombres. Apparemment, une tour des sorciers 100 mètres était un haut lieu de la chasse au trésor. Par conséquent, mentionner sa destruction découragerait l'armée du comte d'envahir agressivement le territoire des hommes ragris. Je n'allais pas leur donner l'emplacement exact, alors j'ai simplement dit que c'était à la frontière entre l'émirat des rats gris et l'émirat des rats à poils longs. Attends, Zenachi, ouais, ralentis, lâche-moi, je dois l'aider.
J'ai entendu une voix familière à l'extérieur de la station. Le chevalier Sir Sorn est-il ici? J'ai croisé le regard d'Iona lorsqu'elle est entrée dans la station, alors je lui ai adressé un signe de tête. Elle m'a rendu mon salut et a immédiatement tourné les talons pour ressortir. Avais-je fait quelque chose pour qu'elle me déteste? Bref, si elle était là, alors les personnes qui faisaient du grabuge devant la station devaient être Zena, Lilio et l'autre escorte féminine dont j'ai oublié le nom. Est-ce ça tout? Tu es en sécurité. Iona revint avec Zena, qui semblait soulagée que je sois rentré sain et sauf. Je m'excuse de t'avoir inquiété. Les sanglots soudains de Zena couvrirent la fin de ma phrase. Elle s'était assise sur place et avait éclaté en gémissements enfantins. J'essayais frénétiquement de la calmer, m'excusant sans cesse de l'avoir inquiétée. Lilio et l'autre femme tentèrent également de la calmer, mais Iona les en empêcha. Ce genre d'inquiétude n'était pas vraiment nécessaire. Grâce à la discrétion de Sir Sorn, nous pûmes occuper une des chambres de la station jusqu'à ce que Zena se calme. Au bout d'un moment, Zena se calma, l'air minuscule, assise sur un tabouret. Je suis désolée, c'était très enfantin. Non, je devrais m'excuser de t'avoir inquiété. Il s'avère qu'après que Zena soit rentrée à la caserne après son service de nuit et se soit changée pour aller me voir, Lilio et ses compagnons l'ont informé que j'avais été kidnappée. À ce moment-là, elle avait immédiatement tenté d'emprunter un cheval de l'armée et de se précipiter hors de la ville à ma recherche, mais Lilio et ses amis l'en avaient empêché. Si j'avais tardé, on aurait pu se rater. Je te suis reconnaissante de t'être inquiétée pour moi, mais il faut que tu te calmes un peu, Zena. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de te donner ça l'autre jour, après toute cette épreuve avec les monstres. Quoi? Je lui ai tendu les boucles d'oreilles que je lui avais achetées au marché aux puces. On allait quitter Serious City dans quelques jours, alors j'ai pensé qu'il valait mieux les lui donner tant qu'il était possible, car je ne savais pas quand on se reverrait. Bon, ce serait difficile de le dire à Zena, qui contemplait les boucles d'oreilles avec bonheur, mais je devais le lui dire aussi. Partir sans rien dire ne lui rendrait pas service en tant qu'amie. Zena, oh oui, je la regardais dans les yeux en lui parlant, et j'y voyais mon visage se refléter. Difficile d'aborder le sujet avec son regard fixé sur moi. Voyez-vous, on m'a demandé de ramener l'enfant elfe qui avait été kidnappé avec moi dans sa ville natale. Et comme mes enfants sont si talentueux, je ne peux pas vraiment m'empêcher de vendre à tout prix. Le sourire de Zena s'est estompé et la lumière de ses yeux a commencé à s'éteindre. Je me suis soudain senti incroyablement coupable. Sa ville natale, apparemment, c'est au sud de l'ancienne capitale. Tu ne vas plus revenir à Serious City? Zena a bondi de son siège. Me sentant dépassée par la situation, j'ai répondu rapidement. Bien sûr que je reviendrai. Dieu merci. Zena s'affala sur sa chaise, comme vidée de toute force. Une fois que j'aurai visité l'ancienne capitale et la capitale royale, et aidé Arisa et les filles à s'entraîner à Labyrinth City, il serait peut-être bon de revenir à l'ouest et à Serious City. Ensuite, après avoir fait le tour du royaume de Shiga et être revenu à Serious City, mon point de départ, je pourrais explorer d'autres pays. J'ai de grands rêves maintenant, hein? Ça prendra peut-être un peu de temps, puisque je vais faire entraîner mes enfants à Labyrinth City, mais une fois de retour à Serious City, je te raconterai plein d'histoires de mes voyages. D'accord, promis. Comme je l'avais fait avec Arisa auparavant, j'ai fait une promesse à Zena. Il semble que ce soit une coutume établie par le roi ancestral Yamato. Zena m'a souri après que nos doigts se soient séparés, mais... Ce n'était pas un sourire éclatant comme je l'avais déjà vu, mais un sourire figé et quelque peu forcé. Comme nous manquions terriblement de sommeil le jour de notre retour, nous avons tous dormi comme des loirs jusqu'au lendemain. Une fois reposés, j'ai assigné à chacun des tâches pour commencer à préparer le voyage. Nous avions déjà une calèche et des chevaux, mais il nous restait encore beaucoup de marchandises à charger dans la calèche. Cela comprenait de la nourriture et des produits de première nécessité pour nous, ainsi que de la nourriture pour les chevaux. J'ai demandé à Nadie de m'aider à organiser les préparatifs, alors elle nous a fourni des provisions. Ensuite, nous avons fait le tour des magasins pour acheter les affaires dont chacun aurait besoin. Je voulais acheter des armures de cuir pour Nana et les filles bêtes, mais les artisans refusaient tous de fabriquer des armures pour les demi-humains. Pour l'instant, je n'ai pu obtenir que des armures et des boucliers pour Nana et moi. Je n'avais pas le temps avant notre départ de faire confectionner l'armure sur mesure, alors j'ai acheté des articles prêts à l'emploi, ajustables avec des ceintures. Leur pouvoir défensif serait moindre, mais Lisa pourrait ainsi utiliser le mien. Je possédais également la compétence fabrication du cuir, donc si j'achetais les matériaux, je pourrais probablement fabriquer moi-même des armures pour Pochi et Tama. Pour servir d'objet factice, j'ai acheté du cuir, une matière semblable au feutre, de la laine à tricoter, du coton et d'autres fournitures similaires. Les peaux non tannées étaient moins chères que le cuir, mais je me suis dit que le tannage dégagerait probablement une odeur nauséabonde, alors j'ai opté pour les peaux traitées.
Je n'avais pas de permis de commerce pour le royaume de Shiga, mais en payant une pièce d'or à la guilde des marchands, ils ont pu me délivrer une carte de membre le jour même, comme dans un magasin de location. Je venais de faire renouveler mon laissez-passer de visite auprès du gouvernement, ce qui a permis de contourner la plupart des formalités. Le permis que j'avais obtenu était de bas niveau et me permettait d'acheter et de vendre de grandes quantités de les marchandises étaient à la guilde des marchands, pas une guilde de haut niveau qui offrait des réductions de taxes pour les entrées et sorties de la ville. Bien sûr, ce genre de permis n'était pas nécessaire pour les petites transactions, mais il serait étrange d'acheter beaucoup de marchandises sans en avoir un, alors je l'ai obtenu au cas où. Afin de tirer le meilleur parti des matériaux que j'avais achetés, je me suis également arrêté dans une librairie pour chercher les manuels appropriés. La vendeuse de la librairie, à l'intérieur du mur, était une femme presque aussi plantureuse que Nana, la visite fut donc un franc succès. Il y avait au moins 7 grandes étagères avec une grande variété de livres, contenant non seulement des manuels, mais aussi des romans et même des albums. Il n'avait pas de carte, en revanche. On pouvait apparemment en acheter dans un bureau du gouvernement, mais cela impliquait une longue enquête, en plus du prix élevé. En règle générale, il y avait des bornes en pierre tous les kilomètres environ le long des routes principales, donc tant que nous ne nous en éloignions pas, nous risquions de nous perdre. J'ai abandonné la carte et demandé aux personnes âgées. J'ai demandé au gérant de me trouver quelques manuels, puis j'ai demandé à la vendeuse, Madame Samon, de me recommander des romans et des albums. La gérante m'a proposé un choix intrigant et varié, allant d'ouvrages pratiques comme plantes comestibles pour votre voyage, encyclopédie des herbes médicinales, réparation de carrosses, etc., à des guides pour les plus aventureux, comme les bases des objets magiques. Pour être honnête, j'aurais aimé tout acheter, mais il me fallait être patient. Ce serait égoïste de monopoliser tous les livres pour moi dans un monde parallèle où la distribution des marchandises est limitée. J'ai réduit la sélection à une trentaine de livres essentiels. Leur prix atteignait un prix exorbitant de plus de 10 pièces d'or. Comme nous n'étions pas pressés aujourd'hui, j'ai réussi à le faire baisser à 10 pièces d'or pile grâce à marchandage et négociation. Le livre sur les objets magiques était particulièrement coûteux, mais c'était une dépense nécessaire. Comment résister à l'idée de fabriquer mes propres objets magiques? Il y avait une boutique de magie à côté de la librairie, alors je m'y suis aussi arrêté. Malheureusement, les non-citoyens ne pouvaient acheter que les grimoires les plus basiques. Quant aux parchemins magiques, il fallait obtenir l'autorisation du comte lui-même pour les acheter, quel qu'en soit le type. Je suppose que je pouvais comprendre. Puisqu'il suffisait de PM pour utiliser un parchemin magique, c'était en fait une arme. Mais quand même, il ne semblait pas y avoir de telles restrictions pour l'achat et la vente d'épées, donc cela me semblait un peu trop strict. Mais comme il n'y avait rien à faire, j'ai simplement acheté un grimoire de base. Le prix était assez élevé, mais conforme au prix du marché indiqué par ma compétence, estimation, je ne me suis donc pas plaint. Le commerçant ne semblait pas intéressé par le marchandage, puisqu'il m'a proposé le prix du marché immédiatement. Je l'ai donc acheté sans chercher à marchander. Le magasin vendait aussi des potions magiques. J'ai donc acheté plusieurs potions de soins intermédiaires et quelques potions de mana moins puissantes. Enfin, j'ai acheté des bâtons longs pour Arisa et Mia, et un court pour moi. Pensant qu'il serait pratique de pouvoir fabriquer des potions magiques moi-même, j'ai demandé s'il existait des outils ou des manuels pour cela, mais on m'a répondu assez grossièrement que je pouvais les acheter dans une boutique d'alchimie. Le propriétaire a dû me trouver facile à obtenir, car le set pour débutants qu'il m'a vendu était incroyablement cher. Cela aurait été suffisant, mais j'ai été déconcerté de voir que l'état de la tablette de transmutation, si importante, indiquait « brisée ». Comme son apparence ne laissait présager rien de moins qu'une tablette de premier ordre, je ne pouvais pas soudainement déclarer qu'elle était défectueuse et lui demander de l'échanger. J'ai donc simplement dit que je n'aimais pas le design pour qu'il m'en donne une nouvelle. Mais la tablette de transmutation suivante qu'il m'a apportée présentait le même problème, et j'ai dû répéter la même technique jusqu'à en obtenir une fonctionnelle. Cependant, mon jugement a dû être un peu trop précis, car le vieux gnome a compris que j'avais la compétence analyse, ce qui, il faut l'avouer, a facilité le reste de la transaction. Après cela, cependant, je me suis laissé prendre par ses flatteries et je l'ai laissé me convaincre d'acheter une grande quantité d'un matériau servant à fabriquer un antidote, la pierre du dragon. Il me faudrait cacher ce déchet à Arisa et aux autres. Je devrais désormais me méfier des paroles mielleuses des gnomes. D'ailleurs, le fait que les autres tablettes de transmutation aient été mauvaises était apparemment une façon pour le vieux commerçant de tester ses clients. Il leur faisait généralement passer plusieurs échanges afin qu'ils apprennent à mieux analyser et à mieux négocier, expliqua-t-il. Ainsi, entre les courses, la conférence d'un cocher chevronné avec Lulu et d'autres courses, les journées chargées filaient jusqu'au jour de notre départ. Maître, le chargement est terminé. Tout le monde, c'est parfait, monsieur, parfait, montez dans la voiture.
Les filles bêtes revinrent de vérifier l'état de la cargaison pour me faire leur rapport. Pochi et Tama grimpèrent sur les sièges, aidés par Lisa, qui les poussa par les fesses. C'est haut, monsieur. Belle vue. Pochi et Tama s'amusèrent sur les sièges. On peut se mettre sur la pointe des pieds et regarder autour de soi, mais ne tombez pas, s'il vous plaît. Si vous êtes satisfait, montez dans la voiture. Je ne peux pas me lever. D'accord. Oui, madame. Lisa les réprimanda, puis sauta à bord d'un bond. Elle regarda ensuite autour d'elle depuis le siège du cocher, comme elle l'avait reproché aux deux filles, mais je fis semblant de ne rien voir. Lulu et Nana arrivèrent avec un panier repas fraîchement préparé par le propriétaire de l'auberge du front de porte. Elles passèrent donc leurs affaires à Lisa et montèrent à bord. La moitié du wagon était pleine de bagages, ce qui la rendait un peu exiguë. Une fois partis, nous avions prévu de les ranger dans mon sac de garage et la boîte à objets d'Arisa. Si nous ne l'avions pas fait dès le départ, c'était pour cacher notre possession de ces objets et de ses compétences. Il y avait au moins 10 personnes en ville qui savaient utiliser « boîte à objets », mais à en juger par l'utilité de cette compétence, la plupart étaient probablement des nobles et de riches marchands, sans compter qu'elle était probablement très demandée dans l'armée. Je ne voulais pas que quelqu'un nous surprenne en train de l'utiliser et tente de réquisitionner Arisa de force ou quelque chose du genre. Quant à mes enfants, je pourrais leur expliquer le fonctionnement du garage bag après notre départ. Satou. Mia était revenue avec Nadi et le gérant du magasin. Je suis terriblement désolée de ne pas avoir réussi à vous trouver une maison à louer. Non, ne le soyez pas. C'est grâce à vous que nous avons pu obtenir cette calèche, après tout. Nadi était apparemment venue s'excuser de ne pas nous avoir trouvé la maison à louer que j'avais demandée. À vrai dire, j'avais oublié que je l'avais demandé. C'est un cadeau d'adieu de la part du gérant du magasin et de moi. Nadi m'a donné un paquet de feuilles de thé et une simple carte dessinée à la main. Je l'avais déjà demandé à Nadi. Elle montrait les territoires reliés entre le comté de Seriou et l'ancienne capitale, ainsi que les noms des principales villes de chaque région. Grâce à ma carte intégrée et à mon sort, fouiller la carte entière, je n'avais aucune crainte de me perdre tant que je connaissais les liens entre les territoires. Prends soin de Mia, je le ferai, ne t'inquiète pas. Le gérant du magasin me prit les mains et me regarda intensément. Sa déclaration était plus longue que d'habitude. Il devait sans doute s'inquiéter de confier un enfant de son village à une personne d'une autre race. Cependant, un cri rauque d'Arisa derrière nous gâcha complètement le moment. Je devrais la gronder plus tard. Satou, s'il vous plaît, restez avec nous si vous revenez à Seriou. Bien sûr, je compte sur vous le moment venu. Soyez prudents en chemin. Nous avons rarement des monstres ou des bandits grâce au travail acharné de l'armée du comte, mais j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de voleurs dans les autres territoires. Merci de votre sollicitude. Je serai prudent. Je pris congé de Martha et de sa mère, puis commençai à diriger la calèche. Puis une jeune voix m'interrompit. Attendez, Yuni? C'est Yuni, monsieur. J'ai dit à Lulu d'arrêter la calèche et j'ai attendu l'arrivée de Yuni. C'est pour Pochi et Tama. Lorsqu'elle a couru vers nous à toute vitesse, Yuni m'a donné 2 colliers faits de ficelles et de quelques petites noix. C'était un cadeau d'adieu très mignon et enfantin. Yuni, merci, madame. On les mangera avec amour, madame. Non, je ne pense pas qu'on soit censé en manger. Au mot de Pochi, l'expression de Yuni devint confuse, pleurant et souriant à la fois. Ce sont des colliers faits de noix de pécan, alors tu vas te faire mal au ventre si tu les manges. Dommage. Alors on les portera avec amour, madame. Youpi. Martha m'a murmuré à l'oreille que les noix de Stonebloom étaient offertes comme talisman porte-bonheur aux enfants adoptés à l'orphelinat. Toutes les 3 se sont serrées dans les bras, hésitant à se séparer. Après ce qui m'a semblé un temps convenable, Lisa et Martha les ont appelées et elles se sont dites au revoir. Je vais apprendre mes lettres pour pouvoir vous écrire. Tama, aussi, moi aussi, madame. Waouh, échanger des lettres? Quelle nostalgie, je sais, je vais offrir ces cartes d'études à Yuni pour qu'elle apprenne à écrire plus facilement. J'avais déjà appris la plupart du contenu des cartes, alors je pourrais probablement en fabriquer un nouveau jeu pour mes enfants. J'avais toutes les compétences nécessaires pour les fabriquer de toute façon. Yuni, tu peux prendre ces cartes. Vraiment? Tu es sûre? J'ai tendu les cartes d'études à Yuni, surprise et reconnaissante. Bien sûr, nous avons 2 jeux, alors tu devrais en prendre un. Merci beaucoup. Maintenant, je peux les apprendre super vite, peut-être même en une journée. C'est une vraie racée. J'en apprendrai tellement que je pourrais écrire un livre d'images, madame. Je regrette de les avoir séparés tous les 3, mais on devrait peut-être y aller. Saluant tout le monde qui s'était rassemblé pour nous dire au revoir, j'ai demandé à Lulu, notre cocher actuel, de nous mettre en route. J'ai jeté un dernier coup d'œil à Center Street, d'où je pouvais apercevoir le château de l'autre côté. J'avais dit à Zena que nous partirions ce matin, mais il semblait qu'elle ne viendrait pas. D'après la carte, elle était toujours dans la caserne du château. Plus de 4 heures s'étaient déjà écoulées depuis l'aube, il était donc probablement inutile d'attendre plus longtemps.
Après avoir franchi les portes de Seriou, Ariza m'a posé une question. Quelle distance comptons-nous parcourir aujourd'hui? Je ne pense pas que nous atteindrions une autre ville ou une grande ville en partant à cette heure-ci, alors allons-nous loger dans un village près de l'autoroute? Nous n'irons dans aucun village. D'après Nadi, la discrimination envers les demi-humains y est encore pire, alors nous camperons là où nous trouverons un bon emplacement. Tout en répondant à Ariza, j'ai élargi la portée du radar dans le coin de mon champ de vision pour pouvoir surveiller attentivement. Apparemment, sa portée maximale allait jusqu'à 300 mètres. On campe, on fera un feu de camp quelque part dans un champ, on installera des lits de camp autour et on dormira. Comme dans le labyrinthe, monsieur? C'est ça. J'ai hoché la tête vers Pochi et Tama, dont les yeux ont pétillé à ma description. Youpi, monsieur. Pour une raison inconnue, ils sautaient d'excitation. Ce mouvement a tellement surpris les chevaux qu'ils se sont arrêtés. Tandis que Lisa les grondait, j'ai demandé aux deux pourquoi ils étaient si excités à l'idée de camper. Être ensemble, c'est le bonheur. On dort à côté de vous, monsieur. On est heureux, monsieur. Ils arboraient tous les deux un large sourire, alors je leur ai caressé la tête. On continue? Ouais, j'ai commencé à hocher la tête en réponse à la question de Lulu, mais je me suis arrêtée en voyant un point bleu apparaître sur mon radar. Bleu signifiait quelqu'un que j'avais déjà marqué sur la carte. Autrement dit, quelqu'un que je connaissais. Attendez une minute, j'allais ouvrir la carte pour voir qui c'était, mais inutilement. Satou, en me retournant vers la porte principale où quelqu'un m'appelait, j'ai vu Zena chevaucher vers nous sur un cheval blanc. Derrière moi, j'ai entendu Ariza murmurer, une contre-attaque de la maîtresse du coin? Mais j'ai ignoré sa remarque. Pour ne pas bloquer la route aux autres voyageurs et aux calèches, j'ai demandé à Lulu de nous conduire sur le bord de la route. Satou, repoussant ses cheveux au vent, Zena a amené son cheval près de notre calèche. Elle portait une robe bleue qui semblait peu adaptée à une balade à cheval. Elle était même maquillée, comme pour notre rendez-vous. Je suis si contente de t'avoir attrapé à temps. Oui, je suis contente de te revoir avant de partir aussi. Je ne pensais pas qu'elle allait trahir sa famille et s'enfuir pour me suivre comme un couple en fuite, mais sa robe et son maquillage rendaient la chose difficile à dire. J'y ai beaucoup réfléchi. Submergée par l'intense sérieux de Zena, j'ai simplement attendu qu'elle poursuive. Je ne peux pas abandonner ma famille et m'enfuir auprès de mon grand amour, comme la princesse Liltiena. Cela semblait naturel, puisqu'elle avait été élevée dans une société où la famille était si importante. Ariza avait l'air un peu mécontente, mais comme elle n'allait pas dire de bêtises, je me suis concentrée sur Zena. Du coup, je ne peux pas te demander de m'emmener avec toi, Satou. Viens aussi, tu devrais venir avec nous, madame. Pochi et Tama ont balayé leur sérieux et ont invité Zena à les suivre. Merci, mais je ne peux pas venir avec toi maintenant. Zena les a remerciés, puis a reporté son regard sur moi. Était-ce moi, ou avait-elle insisté sur le « maintenant » de cette phrase? Au printemps, mon frère deviendra adulte et prendra la tête de notre famille. Après cela, j'aurai sa permission. Alors, quand le printemps arrivera. Zena marqua une pause, puis reprit comme si elle chassait une pensée. Son regard était toujours fixé sur moi. Moi aussi, j'irai à Labyrinth City. Ouf, j'ai cru un instant qu'elle allait me demander en mariage là-bas. Elle a semblé gênée en cours de route, car son regard s'est porté sur Ariza. Ariza, on verra bien qui gagne. Tu crois vraiment avoir une chance avec un départ aussi tardif? Ne viens pas pleurer si tu arrives à Labyrinth City pour voir mes enfants et ceux de mon maître. Tu sais que ça n'arrivera pas pour plein de raisons, n'est-ce pas? Ariza s'emballait, ricanant comme une méchante. J'aurais aimé qu'elle s'arrête avant que les trois plus jeunes ne commencent à l'imiter. J'avais promis à Zena de lui envoyer une lettre dès notre arrivée dans une grande ville. À ma grande honte, j'ai dû lui faire une nouvelle promesse. Je ne l'avais pas fait si souvent depuis mon enfance. Après cette promesse, Zena a contemplé nos doigts croisés d'un air rêveur un instant avant de nous dire au revoir. Eh bien, Zena, j'ai hâte de nous revoir à Selivra, la cité labyrinthe. Oui, Satou. Attends-moi jusque-là. J'étais contente que cette séparation ne se soit pas transformée en séparation douloureuse. Zena m'a fait un signe de la main avec un sourire radieux, et je lui ai fait un signe de la main en retour. Un sourire radieux, parfait pour cette journée ensoleillée. Essayant de ne pas remarquer le filet de larmes qui coulait sur ses joues, j'ai continué à la saluer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ne fais pas cette grimace. On sera ensemble à partir de maintenant. Ariza a tendu la main par-dessus le dossier du siège du cocher et m'a caressé la tête à plusieurs reprises. Mal au ventre? Vous avez mal, monsieur? Satou, écartant Ariza, les plus jeunes filles levèrent vers moi un regard inquiet, alors je leur souris. Je vais bien, maître, d'après ma bibliothèque de comportement, il est bon de pleurer dans le cœur d'une femme quand on se sent seul. Doucement, Nana commença à me serrer contre elle. La douce sensation et le doux parfum apaisaient assurément la légère solitude que je ressentais. Excusez-moi, c'est injuste. Lulu, ne te contente pas de regarder. Fais-les s'arrêter.
Désolé, Arisa, je ne peux pas. Je dois surveiller la route en conduisant. Arisa était outrée, alors je m'éloignai de l'espace de guérison de Nana. Lisa me tendit un récipient d'eau fruitée, que je bus d'un trait, chassant ainsi la tristesse de dire adieu à une amie. Dans un grondement de cliquetis, la calèche continua sa route. Prenant Tama sur mes genoux et laissant Pochi sur mes épaules, je regardais droit devant moi. Maintenant, il est temps de profiter de ce voyage à travers un monde parallèle.